son offrande, longtemps courbé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. En 1992, dans une émission économique de la télévision ivoirienne, entre l'Afrique et l'Asie, c'est que l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout, alors que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Eh bien, ce constat reste toujours d'actualité, malheureusement. La Malaisie a la même superficie, la même population, le même climat et les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cacao, l'EVA et le pétrole. Et son premier ministre, le docteur Mahathir, surnommé Dr M ou Dr Miracle, a fait de la transformation son credo, sa priorité. Ainsi, la Malaisie transforme automatiquement toutes ses matières premières. Par exemple, elle transforme son EVA en pneus de voiture, en préservatifs, en gants en caoutchouc. Et comme la transformation est faite sur place, eh bien, les cours de l'EVA sont fixés, non pas à Londres, mais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et la démonstration est ainsi faite. Quand vous avez des usines de transformation sur place, c'est vous qui fixez les coûts de vos produits, c'est clair. Et sur cette lancée, la Malaisie a bâti, avec son pétrole, une société pétrolière dénommée Petronas, qui est considérée comme l'un des nouveaux géants de l'or noir. Et vous voyez par vous-même les images de la Malaisie, c'est un paradis qui a permis à la Malaisie d'attirer 12 millions de touristes en 2004 et qui lui rapportait 6 000 milliards de recettes en devises, soit 4 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute que la Malaisie a intégré la mondialisation dans sa vision économique en donnant la priorité à la création de grandes structures sur lesquelles peuvent se greffer leurs PME pour leur permettre ensemble de conquérir tous les marchés mondiaux. Voilà l'exemple d'un pays semblable à la Côte d'Ivoire, la Malaisie, qui a réussi à gagner sa bataille contre le sous-développement et contre la misère, et même à utiliser la mondialisation à son profit. Et tout cela grâce à sa politique de la transformation sur place de ses produits. You know, a lot of people wonder how Dubai became a very big, famous and rich city. You see, if you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We want water, we don't have agriculture, we don't have mining.
That's quite interesting. And that's Sheikh Mohammed. Number one. He doesn't know number two. He needs only number one. He says, I don't know. There's no number two in my book. Only number one. And yeah, he doesn't ride in the convoy. Is that true? No, he doesn't, because everybody loves him. Love our leaders too. Thank you. Thank you very much. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues et blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde, d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée, de parler de nous, sans complexe, avec fierté. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture ou dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités. Nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, mon travail à l'international m'a permis au fil de toutes ces années de me rendre à l'évidence à quel point notre continent, étant si riche en ressources humaines et minières, souffre d'un mal chronique, l'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous, de tout poil, la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichis, plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, l'Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer le paradigme. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux essentiellement mus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous, aurez moins d'excuses, puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur. La balle est dans votre camp. Officielle de notre ONG intitulée Leadership et Gouvernance pour le Progrès. Pourquoi ai-je décidé finalement de créer cette ONG? Vous vous souviendrez, après mon départ de la primature en décembre 2016, j'ai été pratiquement le pèlerin sur invitation des uns et des autres, des États, des institutions internationales, pour parler des leadership, de la gouvernance et du progrès. Mais beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi vous ne formalisez pas? Parce que finalement, la jeunesse comprend l'essentiel de votre message. Mais les conférences ne suffisent pas. Et voilà pourquoi, après avoir ouvert la chaire de leadership à l'université protestante, nous avons pensé qu'il faudra aussi créer une ONG, une structure formelle, capable d'avoir un siège, et de travailler sur la philosophie, les outils, parce qu'en réalité, mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, le secret du progrès est dans le binôme leadership
et bonne gouvernance. Je l'ai vécu moi-même. Pendant 7 ans, j'étais directeur général du BESECO. Quand je suis arrivé comme directeur général du BESECO, cette structure était au bord de l'abîme. Je l'ai relevée et quand je partais, 7 ans après, elle avait des réserves de payer plus de 3 ans de salaire de ses agents, alors qu'elle n'en avait pas 7 ans. C'était le leadership et la gouvernance. J'ai été ministre des Finances pendant près de 2 ans et demi. J'ai trouvé des retards de salaire de plus de 3 mois. La monnaie s'est dépréciée au gré des vagues. Les prix s'envolaient. Nous avons stabilisé les cadres macroéconomiques. On a payé les salaires régulièrement. On a constitué des réserves alors que le pays était en déficit permanent des finances publiques. C'était quoi? C'était le leadership, c'était la gouvernance. J'ai été Premier ministre pendant près de 5 ans. Quand on arrivait, beaucoup de projets étaient irréalisables. Pour ne citer que ces cas, le pays n'avait même pas une compagnie d'aviation. Les Congolais du Sud Kivu, du Nord Kivu, devaient passer par le Rwanda, devaient passer par le Congo-Brazzaville pour arriver dans leur capitale, la ville de Kinshasa. Quel parcours des combattants! Les exemples sont légion, mais les progrès macroéconomiques que nous avons réalisés au cours de cette période, c'était dû principalement à un leadership de qualité, à une gouvernance de qualité. Voilà pourquoi, chers amis, quand nous avons quitté ces fonctions, nous pensions qu'il serait irresponsable de ne pas rappeler les binômes qui constituent les détonateurs du progrès. Voilà pourquoi nous avons pensé, au-delà de ce pèlerinage sur les conférences, il était important qu'on puisse structuraliser. Il faut qu'il y ait un support institutionnel. C'est vrai, la chaire à l'université, tout le monde ne peut pas aller à l'université pour apprendre le leadership et la gouvernance. C'est une chaire diplômante avec des conférences. Mais il faut une structure dont l'objectif serait effectivement non seulement de cultiver davantage la philosophie, mais de la partager. Des séminaires auprès de la jeunesse, comme nous l'avons fait tout récemment à Bukavu avec l'archevêque Maroy, qui a appelé tous les jeunes de l'archidiocèse de Bukavu, et avec qui nous avons partagé, nous avons co-animé avec lui sur le leadership et la personnalité responsable. Et les jeunes étaient merveilleux. Et des leaders se sont créés. Parce que, comme vous le savez, chacun d'entre nous à sa naissance est leader. Mais c'est après qu'on a des non-leaders et qu'on a des leaders. Donc voilà l'importance de la création de cette ONG. L'objectif principal, donc, c'est de structurer cette philosophie, cette campagne d'information, cette campagne de réveil de ce potentiel qui existe en vous, surtout vous, la jeunesse. De réveiller vos responsabilités, vos qualités, vos dons de leadership. Parce que tout le monde n'est leader, mais tout le monde ne devient pas leader. Ceci est donc important et le siège de cette ONG va dans un premier temps être situé au siège de la Fondation Mapon, qui est ici sur le boulevard du 30 juin, au building Kiyoyasita, en face de la Grande Poste, au 5e étage. Mais plus tard, c'est un siège dédié à cette ONG qui sera opérationnel parce qu'à ce moment-là, si vous voulez effectivement aller vous renseigner, vous trouverez une adresse précise et autonome. Mais dans un premier temps, le siège sera partagé avec le siège de la Fondation Mapon
au lieu que je vous ai indiqué. Un site web sera ouvert, la souscription sera faite aussi, soit manuellement, physiquement ou alors électroniquement. Voilà, chers amis jeunes, vous, les véritables responsables du progrès. Voilà situé, voilà expliqué la philosophie et la quintessence de la cérémonie d'aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, cette ONG que nous sommes en train de créer porte 3 mots et a un contenu fort chacun. Leadership et gouvernance pour le progrès. D'une part, vous avez le leadership, d'autre part, vous avez la gouvernance et enfin, vous avez le progrès. En réalité, le leadership est à la base de la bonne gouvernance et le leadership et la bonne gouvernance sont à la base du progrès. Voilà pourquoi il m'a paru important de prendre quelques minutes de votre temps, au-delà de ce que je viens de faire, donc vous présenter la philosophie, l'objet principal de cette ONG, la localiser, mais aussi vous expliquer brièvement quel est le contenu, de manière à ce que quand vous quittez cette salle, vous soyez convaincu que vous n'êtes pas venu vous promener, vous n'êtes pas venu perdre votre temps, qu'en réalité vous êtes venu décider aujourd'hui de prendre votre responsabilité de devenir leader parce que vous avez de votre naissance une responsabilité, parce que vous êtes unique et chacun d'entre vous possède ce potentiel exceptionnel que Dieu a pensé. Je voudrais vous dire, chers amis, que lorsque Dieu créa le monde, il a créé la terre dans sa nature sauvage. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la terre. Et même dans la création de la terre par Dieu, vous y trouvez l'essence même de leadership. Après avoir créé la terre, Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme et la femme. Voilà le départ de l'histoire de l'humanité. D'une part, la terre, l'autre part, l'homme et la femme. Mais d'où vient le reste, camarades? Le reste vient de l'homme. C'est l'homme qui crée le développement et c'est l'homme qui crée le sous-développement. Dieu a uniquement créé le monde. Il a créé la terre. Dieu n'a jamais créé les États-Unis. Dieu n'a jamais créé l'Italie. Voilà l'importance du leadership. Parce que au début de chaque création, il y a la décision, il y a le leadership. Et donc cela nous permet de comprendre qu'en réalité, le leadership est la fondation de l'humanité telle qu'elle existe. Et donc le leadership est à la base de tous les changements qui se sont opérés sur cette terre. Et que le leadership est à la base de la création de toutes les richesses qui peuvent exister. Et l'homme est le dépositaire de toutes les richesses. Est-ce que vous vous rendez compte, chers jeunes, vous qui êtes présents? Mais alors, le leadership, c'est quoi concrètement le leadership? Le leadership, on peut le comprendre à travers 3 mots principaux: l'influence, l'inspiration et la conviction.
Un leader, c'est celui qui influence les autres. Voilà pourquoi le leader doit être devant. Un leader, il influence les autres. Mais pour qu'il influence les autres, le leader doit inspirer et il doit convaincre. Vous ne pouvez pas influencer les autres, soit qu'ils soient convaincus. Vous ne pouvez pas influencer les autres sans que vous puissiez inspirer en eux quelque chose d'important. Donc, le leadership se cristallise à travers ces mots. Un leader doit savoir influencer les autres. Pour que les autres puissent les suivre, il faut qu'il les inspire. Il faut qu'ils soient convaincus. On ne peut pas retrouver un leader qui n'inspire pas. On ne peut pas trouver un leader qui ne convainc pas. Et ceci donc est très très important pour comprendre l'influence des leaders. Comment les leaders influencent-ils? Parce que, chers amis, un leader doit avoir une vision. Un leader, on le reconnaît notamment par sa vision. Quand Dieu créa le monde, il y a une vision. Quand les hommes, comprenant la volonté de Dieu, parce que Dieu, quand il crée le monde, il dit « homme, transformer le monde ». Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Il faut donc une vision. Et cette vision doit être grande. Si vous rêvez grand, vous serez grand. L'image qui est souvent donnée, c'est l'histoire de la Lune et des étoiles. Et souvent, on vous dit, si vous visez les étoiles, vous pouvez au moins arriver à la Lune. L'étoile la plus rapprochée de la Terre, Proxima de Centauri, est à près de 42 000 milliards de la Terre. C'est l'étoile la plus rapprochée de la Terre. 42 000 milliards de kilomètres par rapport à la Terre. Mais parce que l'homme qui avait une vision voulait arriver à l'étoile la plus rapprochée, il est au moins arrivé à la Lune. La Lune est à près de 384 000 km de la Terre. Mais l'homme est un. Au-delà de la vision, un leader doit avoir, évidemment, les objectifs qui découlent de cette vision. Aujourd'hui, je suis obligé de vous rappeler ce que vous connaissez déjà, parce qu'en sortant de cette salle, vous devez vous décider de devenir effectivement des leaders. Donc, au-delà de la vision qui doit être grande, vous devez aussi avoir des objectifs globaux, intermédiaires, sectoriels. C'est ça le leadership. Un leader, il sait, au-delà de sa vision, déterminer les objectifs. Ceci est très important, mes chers amis, parce que un leader est différent des managers. Vous trouverez souvent des managers qui se disent leaders. Non. Un manager n'est pas un leader, il faut que vous le sachiez aujourd'hui, parce que la fonction ne confère pas les titres de leader. Vous pouvez être manager, mais vous ne pouvez pas être leader. Leader, c'est quelqu'un qui a une vision, comme je viens de le dire, et une grande vision. Partagée, non pas par lui-même, par l'ensemble de ceux pour lesquels il milite. Un manager, il a des objectifs qu'on lui a assignés, qu'il doit atteindre. Un leader, c'est quelqu'un qui donne des conseils aux autres. Parce que c'est son rôle. Un leader n'est pas pour soi-même. Tandis qu'un manager, lui, il doit atteindre les objectifs qu'on lui a assignés. Il dirige. Un leader, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Chers amis,
vous devez savoir à partir d'aujourd'hui, si vous avez peur de prendre les risques, vous ne serez jamais leader, vous serez manager. Parce que le manager, lui, il gère les risques. Tandis que le leader, il prend les risques. Le leader, il veut les changements. L'histoire de leadership, c'est l'histoire du perpétuel changement. Le leadership se termine à la fin de l'histoire de l'homme. Tandis que le manager, lui, il gère les changements déjà opérés. Le leader, il a des fonds, tandis que le manager, il a des employés. Voilà donc les différences fondamentales. Si aujourd'hui, vous décidez d'être leader, voilà les qualificatifs d'un leader par rapport aux qualificatifs d'un manager. Vous pouvez ne pas être directeur général dans une entreprise, mais vous êtes leader. Vous pouvez être directeur général et ne pas être leader. Parce que vous n'influencez personne, parce que vous ne convainquez personne et parce que vous n'inspirez personne. Ceci est très important que vous le sachiez en sortant de cette salle, parce que je sais que chacun d'entre vous va s'engager pour désormais devenir un leader. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand vous aurez décidé de devenir leader, chers amis, vous aurez vous-même construit votre armée d'adversaires, d'ennemis, parce qu'à ce moment-là, vous dites que je suis devenu leader. Et vous construisez automatiquement l'armée des ennemis, l'armée des adversaires, l'armée des chantres, des critiques négatives. Ce n'est pas une particularité africaine, mais c'est une particularité universelle. En fait, le chemin des leaders, ce n'est pas un boulevard. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, vous devez savoir, le chemin de leadership, ça n'a jamais été un boulevard. Je vois certains d'entre vous ici qui, défendant la justice, ont même été interpellés et menacés d'être jetés en prison. C'est ça le chemin du leadership. Parce que c'est une navigation en contre-courant. Comme je vous l'ai dit, le chemin du leadership, c'est le chemin du changement. Et le changement n'est jamais voulu par ceux qui sont intéressés par le désordre, par le statu quo. Et c'est pour ça que les études scientifiques ont démontré que rien que 1% de la population mondiale est constituée des leaders. Et les 99% sont constitués des non-leaders. Aujourd'hui, chers amis, voulez-vous appartenir à ce pourcentage rare de 1%? Oui, il est faux parce que ce sont des hommes comme vous qui ont décidé d'être des leaders et de changer l'histoire de l'humanité. Donc, le chemin de leadership, c'est un sentier plein de difficultés. Mais Robert Kennedy disait, si vous voulez le progrès, lui, veut le changement. Mais les changements sont impopulaires. Vous avez vu beaucoup de personnes, des dirigeants disent, ils ne peuvent pas opérer les changements parce que ça va soulever des protestations. Mais il ne faut pas choisir une chose et son contraire. Si vous voulez des changements, vous devez absolument susciter les critiques. Mais il faut progresser parce que les changements s'opèrent dans les critiques. Les changements s'opèrent dans l'adversité. Les changements s'opèrent dans les oppositions. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, vous devez savoir qu'un leader doit avoir des valeurs. Un leader doit avoir des valeurs. Il n'y a aucun leader qui est doté des antivaleurs. Parce que pour que vous puissiez influencer les autres, vous devez être une référence. Vous devez être un rôle modèle, comme on le dit en anglais. Donc, quelqu'un qui inspire les autres, quelqu'un qui peut être suivi. Vous devez être un dépositaire de valeurs. L'honnêteté,
la constance, chers amis. Vous ne pouvez pas être un leader et vous changer à chaque saison. Dans tous les secteurs possibles. Comment pouvez-vous vous définir comme leader alors qu'à chaque saison, vous avez une autre face? Comment pouvez-vous être leader et vous changer au gré des vagues? Que les vagues soient économiques ou politiques, vous les suivez? Non. C'est un des critères. Un leader, il est constant. Et cette constance demeure même après sa mort. Chers amis, vous avez suivi ceux-là même qui ont participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Ceux-là même ont débaptisé l'une des meilleures places de la capitale de l'Europe qui porte désormais le nom de Lumumba. 60 ans après, la constance. On ne tue pas l'esprit du leadership parce que c'est un esprit de valeurs. Donc, un leader doit être dépositeur des valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est aussi le travail. Le travail ardu, chers amis, c'est qui croit au fameux adage Chancelo Kopamba, doivent se détromper. Chancelo Kopamba, qui vous a dit ça? La réussite n'est pas une histoire de la chance. Aucun livre de leadership ne parle de la chance. Aucun livre de leadership. Aucune théorie de leadership ne parle de la chance. Le progrès de l'humanité est le produit du travail ardu. Le sacrifice, les dons de soi. Beaucoup de gens s'étonnent que quelqu'un comme Dr Mukwege ait été nobelisé. Mais combien de gens se posent la question sur le sacrifice du Dr Mukwege, du risque qu'il a pris? Combien de fois on a menacé de tuer cet homme? Le sacrifice qu'il a pris, de soigner les femmes violées. Pouvez-vous imaginer dans quel état ces femmes se trouvaient? Ces femmes qui n'avaient plus l'essence de la vie, l'essence de l'honneur. Mais il a été nobelisé. Et aujourd'hui, il est au même enseigne que des grands de ce monde. Le Mandela, les Barack Obama, tout ce que vous connaissez des grands, il est au même numéro, à la même avenue. Ce n'est pas une histoire de la chance. Les leaders sont des dépositaires des valeurs. Il y a autant de valeurs qui sont certainement reprises là, mais pour cette circonstance, je ne m'en prendrai que quelques-unes parce que désormais notre ONG est née. Et cette ONG aura notamment pour mission d'organiser des séminaires, des formations pour rappeler à tous les jeunes, tous les leaders potentiels qui doivent être dépositaires des valeurs. Et chacun d'entre nous est capable de posséder ces valeurs. La discipline notamment. Vous devez être discipliné. Chers jeunes, vous pouvez vous imaginer que vous êtes capable de devenir tout ce que vous voulez, mais avec un minimum de discipline. Imaginez-vous quand Dieu créa le monde, il a créé l'homme. Vous êtes-vous déjà posé une question, comment l'homme que vous constituez est une machine disciplinée, organisée, harmonisée? C'est le meilleur outil informatique qui n'ait jamais existé sur cette terre. Même les savants ne sont pas encore arrivés à créer une machine comme l'homme, mais qui existe. Mais c'est une machine autant disciplinée, autant organisée, et qui doit vous inspirer pour que vous deveniez leader. Donc, toutes ces valeurs, vous devez les posséder. Vous qui voulez devenir leader, vous devez travailler, vous devez lire, vous devez prendre les risques, vous devez aimer les changements, vous devez être honnête, vous devez être constant, vous devez être la référence.
Et ça, c'est très important parce que ce sont ces valeurs qui vous permettent d'affronter les obstacles. Parce que, comme on l'a dit, le chemin du leader, c'est un chemin difficile. Mais alors, la gouvernance. Beaucoup de gens pensent que la bonne gouvernance, c'est une histoire du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Mais non, mes chers amis. Dans la Bible, il est dit que lorsque vous prenez une graine et vous la jetez sur les roches, elle ne produira rien. Vous prenez la même graine, vous la jetez sur la terre fertile, elle produira de merveilles. C'est l'histoire même de la bonne gouvernance. Avez-vous déjà vu sur les indices de Transparency International un pays réputé dans la corruption et être un pays développé? Ça n'existe pas. Quand on vous parle de l'histoire de Singapour, chers jeunes, Singapour que vous voyez là, son étendue est inférieure plusieurs fois à l'étendue de la ville de Kinshasa. Donc la ville de Kinshasa ici, dans laquelle vous vivez, dépasse Singapour en espace. Qui d'entre vous ne connaît pas Singapour ici? Allez poser la question aux Singapouriens. Je crois que 90% ne connaissent pas la ville de Kinshasa. Pas parce qu'ils n'aiment pas les Quinois ou les Congolais, tout simplement parce que la ville de Kinshasa ne représente rien dans l'histoire économique du monde. Les réserves d'échange de Singapour, une petite ville moins spacieuse que la ville de Kinshasa, près de 400 milliards de dollars américains. Kinshasa, la RDC, moins de 600 millions de dollars américains. Donc Singapour peut acheter plusieurs fois la RDC. Le leadership. Ça fait sourire, mais c'est dramatique. Comment pouvez-vous concevoir qu'une petite île moins spacieuse que Kinshasa puisse acheter un pays plusieurs fois? Budget, moins de 5 milliards de dollars. Réserve d'échange, près de 400 milliards de dollars. Quand on pose la question au général Premier ministre Lee Kuan Yew de Singapour, il dit, quand je deviens le dirigeant de Singapour, deux chemins. À gauche, le chemin de la corruption et de la mauvaise gouvernance, et à droite, le chemin de leadership et de la bonne gouvernance. J'ai choisi le chemin de leadership et de la bonne gouvernance. Voilà le miracle de ce qui explique le miracle de Singapour. Pourquoi, chers jeunes, ne pas vous parler de l'histoire des pays qui ont progressé? Lee Kuan Yew dit qu'il n'y a que ce binôme-là qui a fait qu'aujourd'hui, le président des États-Unis, Trump, peut arriver à Singapour, rencontrer le président nord-coréen, partir de Singapour sans jamais critiquer les Singapour. Vous connaissez comment le président Trump est très fort en critique. Surtout pour ceux qui ne réalisent pas le programme. Donc, la gouvernance ne peut pas être considérée, chers amis, chers jeunes, comme une obligation pour vous. Mais ça s'impose. Si vous voulez être leader, si vous voulez le progrès, la gouvernance s'impose à vous. La gouvernance peut être politique. Elle consiste à choisir des bons dirigeants. Vous ne pouvez pas avoir des dirigeants qui ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Quand une équipe ou une armée va en guerre, pourquoi est-ce qu'ils mettent les tireurs d'élite devant? Vous pensez que c'est d'une manière involontaire qu'on mette les meilleurs de l'armée devant? Non, c'est parce que ceux qui sont devant sont à mesure de créer la différence.
Votre présence aujourd'hui, c'est une présence historique, parce que cette ONG doit être, certes, l'un des détonateurs de ces leaderships de qualité que vous rêvez tant, et cette gouvernance dont vous rêvez tant. Parce que le progrès, chers amis, les nations développées, ce n'est pas le fait d'un accident. Je l'ai dit dans l'entrée des jeux que Dieu n'a pas créé un pays développé, un pays sous-développé. Et ceux qui sont chrétiens, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens ici qui prient énormément Dieu, mais il n'y a pas un Dieu pour les riches, c'est un Dieu pour les pauvres. Sinon, si ce n'était que par la densité de la prière, tous les pays sous-développés seraient déjà développés. Le développement, c'est une histoire de leadership. C'est une histoire de compétence. Le progrès. Pourquoi ces pays qui sont athées sont développés? Ces pays qui sont athées sont développés parce que c'est la qualité de leadership. C'est la qualité de la gouvernance. Nous avons suivi l'histoire de la Malaisie ici. Vous savez que ce pays, la RDC, dans lequel vous vous trouvez, chers jeunes, peut-être avant que vous soyez nés, moi aussi, vers les années 60, ce pays était le deuxième exportateur mondial de l'huile de palme. Ce pays et la Malaisie que vous avez vue ici, avec des buildings, est venu prendre les noix de palme à Yangambi pour commencer sa culture des palmiers à huile. Et aujourd'hui, nous, les Congolais, nous importons de l'huile de palme de la Malaisie. Et dans notre temps, nous disons toujours être grands. Mais grands en quoi? La grandeur d'une nation, ce n'est pas lié à la grandeur de son espace. Ce n'est pas lié à la grandeur de l'éloquence de ses citoyens. C'est lié à la grandeur de la production et de la richesse. Donc, vous devez savoir que ce troisième mot, le progrès, il doit aussi vous inspirer, chers amis, vous qui voulez devenir leader, parce que les grandes nations, ceux qui ont progressé, c'est à cause du leadership et à cause de la mort. Voilà qui explique le progrès. Les grandes nations, les grands hommes que vous avez connus, les grandes institutions, les grandes entreprises, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de race. Parce que, comme vous le savez, si c'était une question de race, quelqu'un comme Obama, dont le papa est d'origine africaine, ne serait pas président des États-Unis, mais il a été pendant 8 ans. À cause de quoi? À cause des leadership et de la qualité, de la gouvernance. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers amis, sur cette réunion qui n'est pas, en effet, un séminaire sur le leadership, mais nous étions dans l'obligation de vous rappeler les BAB, pour que vous soyez rassurés que votre présence ici n'était pas fortuite, que vous êtes désormais venus prendre l'engagement de contribuer non seulement au progrès de vous-même, parce que si vous décidez que vous-même vous devenez grand, vous le deviendrez. Mais aussi vous êtes venus prendre l'engagement de contribuer au progrès de ces pays dans tous les domaines possibles, domaine politique, domaine économique, domaine social. Le leadership, ce n'est pas dans un domaine particulier. Lorsqu'on reconnaît le leadership du docteur Mukwege, c'est dans le domaine de sa profession. C'est un leader. Dans tous les domaines possibles, vous avez des leaders. Et vous avez donc ce potentiel d'être leader. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait réveiller ce potentiel, ce don qui est en vous. Parce que vous êtes un leader qui vous oubliez. Réveillez-vous.
Parce que l'avenir du monde, l'avenir du continent, l'avenir du pays et votre propre avenir est entre vos mains. Je vous remercie. Autrement dit, infiniment grand merci à Dieu. Infiniment grand merci aux ancêtres de l'Afrique profonde. Infiniment grand merci à son Excellence, Dr Matata Ponyo. Infiniment grand merci à chacun d'entre vous, Excellences, honorables, distingués invités, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, pour vous saluer en vous honorant, je touche le sol en vous disant bonjour. Ah, vous êtes tous bonjour. Ayez la paix, ayez la joie. C'est peut-être pour ça que j'aurais voulu avant d'atterrir vous dire un simple mot d'amour. Oh toi, mon simple mot d'amour, tu surgis à moi comme un rayon d'espoir. Ou bien, nyota mapendo. Kuyambele bibi yangu, kuyambele. Kila siku nakuona chumvi, kila siku nakuchunga bibi yangu. Kila siku nakuona moro yangu bibi yangu. Lakini kila siku sikuone, nyota iko mbali, wewe uko mbali. Mais bibi yangu en question, c'est la naissance de cette association. C'est pour ça, avec votre autorisation, je voudrais vous lire, parce que c'est encore tout neuf. Cette inspiration m'est arrivée vraiment quand j'ai eu l'invitation. Et comme c'était fort, et comme je connaissais déjà, je me suis dit, même sans entrer dans le détail, mieux vaut que j'honore cette naissance extraordinaire. C'est pour ça que nous disons la naissance d'une fille mère. Liant ces réalisations pratiques déjà avérées pour les connaisseurs à l'expertise de recherche scientifique et prospective de bonne qualité, les bureaux exécutifs de l'association, leadership et gouvernance pour le progrès ressemblent aujourd'hui, avec ses lancements officiels dans le paysage de notre pays, à la naissance d'une fille bébé, mais déjà mère au regard de ses réalisations, au regard de ce qu'elle a fait dans le passé, qui est élogieux. Grandeur et responsabilité sociale sont ces atouts innés que nous célébrons aujourd'hui. Entrons heureux et confiants dans ses objectifs et sa vision innovante et salvatrice. Nous lui apporterons alors les vraies acclamations et les bons soins d'amour et de solidarité dont elle a besoin pour propulser le progrès intégré et intégral pour notre pays. Et nous serons tous ensemble fiers de léguer aux générations futures les génies présents, Matata Ponyo, de les léguer aux futures générations. Oh mes chers frères, que puis-je dire encore d'autre? Portons haut ces flambeaux flamboyants d'une bonne association typiquement congolaise qui compte d'abord sur nos propres forces et notre organisation constructive qui deviendra sponsor et servira de modèle pour les jeunes entrepreneurs du Congo dans une saine émulation de tant de génies que regorge notre Congo profond. Ainsi donc, nous tous ici présents serons honorés d'avoir participé à cette grandiose cérémonie. Juste pour terminer, je voudrais dire, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus.
même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence comme Dieu, chaque jour avec joie. Recommence avec confiance et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec patience et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour leadership et gouvernance, pour le progrès. Avec leadership et gouvernance, pour le progrès. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Permettez alors que je puisse aller offrir au génie présent que nous voulons léguer aux générations futures ce poème qui est né, et puis ce livre, je vous ai dit un simple mot d'amour, ce livre, hymne à la mer, hymne à la vie. Il y a beaucoup de poèmes qui consacrent la gratuité, la grandeur, l'honneur, l'amour de la vie. Excellence, c'est venu de façon brute et brutalement. Je n'ai pas pu l'habiller convenablement et le mettre dans un cadre de votre honneur, mais permettez quand même en cantant poème, je vous offre mon bébé tel qu'il est né. Infiniment grand merci. Merci beaucoup, Savoir pourquoi vous n'avez pas pensé à créer carrément un parti politique au lieu de créer une association, parce qu'après il faut canaliser toutes ces énergies, toute cette jeunesse qui vous accompagne depuis que vous avez commencé cette campagne liée au leadership, parce qu'il faut canaliser la vision de certaines personnes, surtout la jeunesse. Pourquoi ne pas créer un parti politique carrément au lieu d'embarquer la jeunesse dans cet aspect pour qu'après ils se retrouvent encore sans repère? Merci. Pour la création de cette structure, je voulais savoir si c'est une structure. Je voulais juste savoir si c'est une structure élitiste ou bien une structure populaire qui doit être des masses et qui doit être installée sur toute la République, sur le plan géographique. Et je voulais savoir, bien sûr dans la même question, s'il y a des strates d'organisation. Quel est le profil de personnes qui sont recherchées dans l'association? C'est ma première question. Est-ce qu'elle est adressée à tout le commun mortel ou bien à une certaine catégorie de personnes? La deuxième question, comment dans 10 ans vous voyez cet aspect dans 10 ans? Quelle est l'approche à moyen terme est attendue par le comité exécutif de la LGP? La troisième question, c'est quelle stratégie de terrain va exploiter la LGP? Si on peut avoir un aperçu rapidement, la stratégie pour inverser la tendance des valeurs, la tendance des valeurs que nous avons dans notre pays, qui n'est pas, je peux dire, à notre honneur. Comment la LGP a des stratégies ou bien propose des stratégies pour pouvoir inverser la tendance des modèles qui ne sont pas beaux à voir dans notre pays? Merci. Comment décrivez-vous des leaderships congolais? Est-ce qu'actuellement le Congo a des leaders auxquels nous jeunes on peut se référer? Merci. Qualifie des révolutions inexorablement exponentielles de la médiocrité collective qui est en train de prendre corps au vide aussi de tout le monde, sans scrupule. En tout cas, mes larmes coulent à foison. Alors la question est très simple. Monsieur le Premier ministre Matata, il y a quelque chose de capital dans ce pays, le fait d'avoir inversé l'échelle des valeurs. Ça veut dire que nous avons commencé à accepter les antivaleurs comme des valeurs. Et la méfiance est devenue la règle et la confiance l'exception dans un pays comme celui-ci. Ne pensez-vous pas qu'il était important
de mettre en place des stratégies, là c'est la question, pour juguler l'État avant de parler de la bonne gouvernance. Oui, je voudrais répondre à cette série de questions, commençant par Sylvie Bongo, la toute-puissante journaliste. Sylvie, permettez-moi de vous dire qu'il ne s'agit pas ici d'une organisation à caractère politique. Il s'agit d'une organisation à caractère non gouvernemental. Et je pense qu'il est important qu'autant qu'il y a des organisations non gouvernementales qui prêchent dans plusieurs domaines, notamment celui des droits de l'homme, beaucoup d'organisations dans ces domaines. Mais il y a une crise d'organisation sérieuse, efficace, dans le domaine de leadership et la gouvernance. Vous savez que le leadership n'est pas enseigné à l'université. Et pourtant, le leadership, c'est vraiment la base du programme. Comme nous l'avons démontré ici, l'histoire des grandes nations, c'est une histoire de leadership, une histoire de la bonne gouvernance. Pourquoi ne pas mettre ça sous forme d'une structure appropriée? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, la question de parti politique ne procède pas de cette organisation. Bon, maintenant, vous avez émis un vœu, vous pouvez vous-même la formuler autrement et à une autre occasion. Alors, Pacifique Kaosé voudrait savoir si cette organisation est élitiste. Non. On ne peut pas avoir un leadership uniquement dans l'élite. L'exemple qu'on peut vous donner, c'est Lula, le président brésilien. Monsieur Kaosé, est-ce que vous savez que le président Lula, qui a été emprisonné du fait de l'injustice qui a été soulevée dans ce poème, dans ces très beaux poèmes, mais parce que la justice triomphe toujours, Lula n'a jamais été universitaire. Lula, c'est un autodidacte. Mais l'histoire du Brésil retiendra que c'est l'un des meilleurs leaders du monde. L'un des meilleurs leaders que le Brésil n'ait jamais produit. Parce que pendant sa présidence, le Brésil a diminué le niveau de pauvreté de plus de 25% de sa population. Voilà la réponse à votre question. Cette ONG n'est pas une ONG élitiste. Parce que vous pouvez être enseignant et être leader. Connaissez-vous les diplômes universitaires de Patrice Emery Lumumba? Non. Un leader, il peut venir de n'importe où. Voilà pourquoi, prenant en compte une autre question, cette organisation se veut nationale. Donc c'est une organisation qui va être répandue dans l'ensemble de la République. Déjà ici à Kinshasa, nous avons près de 24 communes. Vous devez travailler pour que cette organisation se répande dans l'ensemble de la ville de Kinshasa, que vous soyez des représentants de leadership dans chaque. Voilà pourquoi nous avons voulu partager avec vous les caractéristiques essentielles de ces mouvements. Donc, M. Pacifique Kaosé, ce n'est pas une structure élitiste, c'est une structure de masse. André Boitier-Chercheur, quel est le profil de personnes recherchées? Je l'ai dit, évidemment, un leader doit avoir une vision, un leader doit avoir des objectifs. Donc, le profil, c'est des hommes et des femmes qui ont une vision et qui ont des valeurs. Martin Luther King disait, chacun d'entre nous a la capacité de devenir leader, de devenir grand, à seule condition qu'il serve les autres. Et il a dit que tout le monde a la capacité de servir les autres. Comment voyez-vous cette ONG d'à 10 ans? On la voit grand. Parce que contrairement aux autres ONG, c'est une organisation qui a la volonté d'être structurée.
d'être organisé et de bien accomplir sa mission. Donc, c'est un bébé qui va grandir, mais le poète a dit que c'est un bébé qui est déjà fille-mère. C'est l'histoire d'une naissance exceptionnelle dont on suppose que dans 10 ans, ça va être une grande organisation non gouvernementale. Quelle est la stratégie sur terre pour inverser la tendance des valeurs? Évidemment, l'éducation, la vulgarisation, la conscientisation. Cela fait près de 4 ans que nous diffusons l'importance de l'énergie. Je vous ai dit qu'il y a un mois, j'étais à Bukavu, j'étais à Goma, et nous avons échangé avec les jeunes de l'importance de l'énergie. Donc, la stratégie, c'est une stratégie de proximité. À l'université protestante où j'enseigne, il y a une chaire de leadership qui va être organisée en séminaire, en atelier, mais aussi en diplôme. Parce que l'inconvénient, c'est que quand vous terminez l'université, vous n'avez pas eu un cours de leadership. Or, le secret du progrès, c'est justement le leadership et la bonne gouvernance. Donc, ce sera une stratégie pour justement inverser le monde. Et il y a un étudiant donc, qui voulait qu'on définisse le leadership congolais. Bon, écoutez, il y a aussi des leaders. Je vous ai cité l'exemple ici de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, qui est reconnu comme un leader. Docteur Mukwege, qui est reconnu comme un leader. Donc il y a des Congolais dans ce pays qui sont aussi des leaders, qui répondent à la définition de leadership. Lumumba avait une vision. Vision partagée par tous les Congolais, vous et moi, pour la plupart, nous n'étions pas nés quand Lumumba est décédé en 1961. Mais pourquoi continuons-nous à parler de Lumumba? Moi, je suis né près de 3 ans après le décès de Lumumba, mais j'ai érigé une grande statue de Lumumba dans les jardins des premiers ministres. Personne ne m'a jamais posé la question pourquoi vous avez érigé la statue d'une personne qui est décédée près de 60 ans avant. C'est ça, le leadership. Donc, il y a des leaders dans ce pays. La liste est certainement longue, mais il ne faut pas voir le leadership seulement dans le domaine politique. Le leadership se trouve dans tous les domaines de la vie. Et au Congo, il y a quelques leaders, dont certains sont reconnus internationalement. Vous savez, en Russie, vous aviez une grande université qui portait le nom de Patrice Emery Lumumba. À Nice, pour terminer, M. Anissé a l'avantage d'être toujours un potentiel de révolution. Mais ce qu'il a décrit est vrai. Les antivaleurs. Chers amis, je voudrais, en phase avec l'idée d'Anissé, vous rappeler une pensée de Machiavel. Vous connaissez tous Machiavel, n'est-ce pas? Machiavel a parlé des antivaleurs déjà au XVe siècle. Machiavel disait, si vous voulez domestiquer les nègres, les noirs, identifiez les meilleurs d'entre eux, comme ils ne sont jamais nombreux, vous le mettez à côté. Vous prenez le médiocre d'entre eux, ils sont nombreux, dépositaires des antivaleurs, comme Anissé l'a dit. Vous ne donnez aucune instruction aux médiocres, aux dépositaires des antivaleurs. Mais vous serez surpris vous-même de la façon dont ils vont s'occuper des meilleurs. Monsieur Anissé, on n'a pas mis la charrue devant les deux. Pour pouvoir renverser les tendances, il faut s'organiser. Et nous avons l'obligation
d'organiser des ONG comme celle-ci. Pas uniquement des ONG qui revendiquent les droits de l'homme, des tueries, des ceci, mais des ONG qui parlent aussi de leadership qui est un élément essentiel. Comment vous pouvez considérer dans un pays où toutes les banques appartiennent aux étrangers? Vous voulez reprocher à Dieu de n'être jamais mis dans la tête des Congolais la capacité de créer une banque? Comment vous pouvez vous imaginer que dans un pays, tous les meilleurs restaurants appartiennent aux étrangers? Donc Dieu a défendu aux Congolais de créer aussi le meilleur restaurant. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? C'est le leadership et la bonne gouvernance. Parce que si vous vous décidez sur base des valeurs que nous avons énumérées ici, et vous allez créer une banque, vous allez créer un meilleur restaurant, vous allez créer une meilleure école, vous allez créer toute une meilleure société. Mes chers amis, détrompez-vous, Anissé. On n'a pas mis la charrue devant le bœuf. Je pense que cette association a la pertinence de se créer à temps, à un moment précis, où les jeunes ont besoin de savoir qu'ils sont des leaders et que les changements doivent venir d'eux, que le progrès de ce pays ne viendra jamais de l'extérieur. Détrompez-vous, chers amis, le progrès de ce pays ne viendra jamais du Fonds monétaire international, qu'on ne vous trompe pas, de la Banque mondiale, de la BAD, de l'Union européenne. Aucun pays dans l'histoire du développement des nations n'a été le fait du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la BAD. D'ailleurs, ce n'est même pas leur mission. Ce n'est pas la mission de ces institutions. Lisez, posez leurs questions, ils vous diront notre rôle. Ce n'est pas de développer un pays. Le développement d'un pays procède du leadership et de la gouvernance interne, un point interne. Donc, nous pensons que ceux qui doivent renverser les valeurs, Anissé, c'est lui qui a mis fin ou qui a réduit, par mettre fin, parce que la corruption ne disparaît jamais. Lee Kuan Yew, lorsqu'il a décidé de développer Singapour, il a travaillé pour la réduction de la pauvreté, pour le financement de l'éducation. Savez-vous que ce sont les fonctionnaires de l'État qui sont parmi les mieux payés au monde à Singapour? Et tout le monde se bat pour devenir enseignant, pour devenir fonctionnaire de l'État. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Monsieur Anissé, devenez non pas un général, mais un colonel de leadership et de la gouvernance. Je vous remercie. Excellent. J'espère que vous êtes général ou bien colonel. Monsieur le ministre, vous êtes déjà colonel. Bon, écoutez, Ngazak intellectuel, hein, ça veut dire que j'ai fait la politique, j'aime la politique, tout en étant intellectuel. Invita Kingaï comme un leader d'opinion, comme un leader des masses, comme un influenceur. Nazaki a invité, j'ai aimé l'approche, j'ai aimé la lecture. Et là, je viens encore de décrocher un tête-à-tête avec
le sénateur Matata Pogno, ça veut dire qu'on a un bureau pour de plus amples détails, mais j'ai aimé, nous avons besoin de leadership à la costaud, parce que la République démocratique du Congo, ils ont avancé dans 3 pas, ils ont reculé dans 10 pas, parce que le leadership est à Makasté. Mais au travers quelques leçons de base, et surtout ONG, OYO, ou encore si vous voulez Asbel OYO, Ngaï étant intellectuel, homme des masses, influenceur, j'en suis très fier et je félicite vraiment le sénateur Matata Pogno. La République a besoin de gens comme ça. So, à 5, 10, 20, on a plus de 80 millions de dollars. Espoir et qu'ils allaient pour Namboka la bise. J'apprécie l'initiative, je pense que ça tombe à point. Parce que, comme l'a dit l'honorable Matata Pogno, on peut tout faire, mais lorsqu'on n'impulse pas le leadership et la bonne gouvernance, il n'y a aucune possibilité d'atteindre quoi que ce soit comme progrès. Donc je pense qu'il y a peut-être beaucoup à faire dans ce sens, mais c'est déjà un bon pas, un bon début. Et j'espère que l'idée sera comprise et ça va faire tache d'huile pour que beaucoup de gens puissent... Pensez que si la RDC ne connaît pas de progrès parce qu'il manque des leaders forts? Je pense au-delà de ça, comme le disent des penseurs depuis des années, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. Or, savoir où on va, c'est même ça l'essence du leadership et de la bonne gouvernance. Donc, il est important de savoir planifier, savoir réaliser, et tout ça s'apprend dans des échanges sur les thèmes de leadership et bonne gouvernance. Donc pour moi, c'est une bonne idée, une idée de génie qui a sa place à notre ère et je souhaite bon vent à l'association. Oui, l'initiative elle est très bonne parce qu'il faut essayer un peu de booster surtout la jeunesse et une prise de conscience par rapport à la charge qui incombe à cette jeunesse en tout cas. J'ai aimé l'initiative. Vous pensez que le progrès de la RDC dépend aussi de ses leaders? Exactement, bien entendu. Le progrès de tout État et surtout de la RDC dépend de ressources humaines. Et quand on voit le leadership, un leader, on voit automatiquement la personne, l'homme. C'est pourquoi le progrès de la RDC dépend du leadership. Donc, son progrès est retardé à cause des leaders qui ne sont pas performants. Ben naturellement, et c'est visible. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Un leader, c'est quelqu'un qui influence, qui motive, qui a une vision. Tant que le pays ne connaît pas encore un progrès, on dira clairement que le pays n'a pas encore connu de bons leaders qui ont une bonne vision. J'ai été impressionné par l'initiative prise par son Excellence, le Premier ministre, le professeur Matata Pogno. Par cette initiative, il veut montrer que le progrès, le développement a un soubassement. Et le soubassement, c'est le leadership, c'est la bonne gouvernance. Et le leadership à tous les niveaux et la bonne gouvernance dans toutes les institutions. C'est-à-dire tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui peuvent trouver leur solution dans le bon leadership de qualité et dans une bonne gouvernance à tous les niveaux et dans toutes les institutions. Aujourd'hui, on parle de la guerre à l'Est. Mais s'il y a un bon leadership, s'il y a une bonne gouvernance, on mettra fin à cette guerre-là. Aujourd'hui, on parle de la pauvreté. S'il y a un bon leadership, s'il y a une bonne gouvernance, on mettra fin à la pauvreté. Il a donné des exemples de pays de l'Asie qui montrent qu'ils sont partis du néant pour atteindre un niveau qui fait la fierté de l'Asie aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a eu des bons leaders et il y a eu une bonne gouvernance. Il a montré aussi que sur le plan géographique, c'est une institution, c'est une structure qui va s'étendre à tous les niveaux et sur toute la République. Il a démontré que ce n'est pas une structure qui est juste élitiste, mais c'est une structure de masse où tout le monde doit adhérer et tout le monde fera partie parce que tout le monde est né leader. Il suffit juste de montrer de quoi on est capable à tous les niveaux et partout où on se retrouve.